Ah, mais par contre, Ouais. quand tu parles, faut se mettre là, quoi. Ouais, ben on va se- Ouais, ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, on va vous parler avec le docteur Jérémy Perrin du CHU de Rennes, Oui, à l'époque. entre autres, des restaurations complètes et spécialement l'alternative télescopique. Donc comme tout, on va dire, pas de nouveau système, mais en France, on essaye de travailler en équipe. Donc que ce soit l'équipe de Rennes ou de l'Ouest, ou l'équipe un petit peu parisienne et maintenant le Sud, on essaye de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on essaye depuis quelques années de proposer une alternative cohérente pour les patients et pour les praticiens au niveau des restaurations complètes. C'est-à-dire trouver une alternative à tous les problèmes que Jérémy va nous exposer au niveau des restaurations Lonfort, Loxix et autres. Et moi, personnellement, je suis très ravi d'être là. Donc, merci à l'organisation de m'inviter. Et j'ai un de mes prothésistes qui est dans la salle. Je pense qu'il y en a un avec qui j'ai travaillé qui est aussi dans la salle. Donc, c'est vraiment important pour moi de partager ça avec les techniciens qui font le travail. Et avec Michael, on ne travaille pas encore ensemble, mais on a un tropisme pour ce type de restauration. On va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer comment. Et surtout, c'est ni un effet de mode, ni un traitement par défaut. Donc, on va parler des dentés complets, on va parler de d'édentement. La sécurité sociale met en place plein de choses pour la prévention chez les enfants, plein de solutions pour essayer de conserver les dents. Malheureusement, l'édentement est encore une réalité aujourd'hui dans les cabinets. Si on regarde un petit peu dans la littérature, je ne vais pas vous mettre beaucoup de chiffres, mais juste pour vous dire que les projections nous expliquent qu'en 2035, on va avoir 21 millions de personnes de plus de 60 ans. Et je pense que je serai dedans en plus. Et si on regarde ce qu'ils ont en bouche, ces gens-là, il y en a seulement 34% qui sont complètement dentés. Il y en a 14% qui n'ont plus aucune dent, donc 2 arcades édentées, maxillaire, mandibule, et 16% qui sont édentés unimaxillaires, et 36% avec des appareils amovibles. Ça fait quand même quelques arches qu'il va falloir réhabiliter chez des patients qui ne sont pas forcément en pleine santé, qui vont vieillir. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer pour pouvoir vieillir correctement, pour pouvoir vivre, manger, sans que ce soit trop compliqué pour eux à entretenir. Donc, le traitement principal de l'édentement complet, ce sera des prothèses complètes bimaxillaires. Ici, un travail de Michael. C'est magnifique, c'est joli, c'est polychromique, c'est adapté aux patients, c'est anatomo-fonctionnel, c'est super. Sauf que le jour où je mets ça dans la bouche du patient, quelques jours après, au rendez-vous de contrôle, on a le patient qui vient avec des doléances. Les doléances, vous les connaissez tous. Voilà. Docteur, c'est instable. Bah oui, les bases, ça bouge, surtout à la mandibule. Il y a des séances de réglage. Moi, j'ai jamais fait un complet sans réglage. Esthétiquement, parfois, le patient vous dit j'ai l'impression d'avoir beaucoup sous la lèvre. C'est pas très agréable. C'est pas très confortable. Alors ça, oui, c'est pas confortable. Si vous avez cherché le joint vélo-palatin, avec un peu de chance, il a la nausée. Ils n'arrivent plus à parler, ça les fait saliver, ils ne sentent plus le goût des aliments, ils n'arrivent pas à mâcher et ils gobent les aliments. Donc avec tout ça, ils sont ravis d'avoir 2 complets, même s'ils sont polychromiques. Donc les solutions pour baisser les doléances, c'est soit les adhésifs dentaires. Donc je travaille un petit peu avec certaines marques et a priori, c'est une rente pour les laboratoires qui vendent des cols. Je ne sais plus combien de milliers de tonnes ils vendent par an, mais c'est hallucinant. Et l'autre solution, évidemment, ce sera des implants pour pouvoir stabiliser, retenir des prothèses. On va avoir différentes options thérapeutiques pour le patient édenté complet. Donc, on a fait une sorte de gradient thérapeutique titane. Donc, soit on ne met rien, pas d'implant, donc prothèse complète. Soit on a des prothèses qui sont implanto-retenues. Et après, les solutions fixées, bridge type pilotis ou FP3, et les bridges classiques FP1. On va revoir ça après. Comment on choisit si on va vers du fixe ou vers de l'amovible? Normalement, dans la littérature, il y a 2 grands critères à prendre en compte. Il y a le gradient de résorption, c'est où se situe l'arcade édentée par rapport à l'autre arcade édentée ou à l'arcade dentée. Et est-ce qu'on voit, alors c'est pas très net, mais ici, on voit la lèvre au repos chez cette patiente. En fonction de la position de la lèvre et en fonction du gradient de résorption, on ne pourra pas forcément faire
les mêmes traitements. Et il y a un autre facteur qui n'est pas beaucoup discuté et qui, moi, m'intéresse de plus en plus, c'est l'accès, la capacité du patient à nettoyer. Vous avez ici, pour ceux qui ne connaissent pas, un diagramme en étoile qui vous propose un facteur de risque de périimplantite. Et vous voyez que la prothèse dentaire est un facteur de risque des implants. Donc si on est un peu premier degré, en fait, mettez pas de prothèse sur les implants, vous n'aurez pas de problème. Et alors, on n'a pas de pointeur. Ici, vous voyez que c'est marqué nettoyable en anglais. On est dans le vert. Votre prothèse est nettoyable, il n'y a pas de problème pour le patient. Si votre problème n'est pas nettoyable, vous êtes à l'extrémité complètement dans le rouge et on va perdre des implants. Donc si vous regardez la littérature, le conférencier juste avant vous a montré un travail d'Adrien Poligny, moi je vous montre un de ces articles qui vous montre le projet prothétique. Donc votre incisive doit être là, la lèvre est ici, et vous avez la crête osseuse qui est là. Et en fonction de où se situe la crête osseuse, vous avez une prothèse qui ne va pas avoir le même volume. Vous voyez que dans le défaut que lui appelle classe 1, il n'y a que du blanc, et plus le défaut est important, dans le sens antéro-postérieur ou vertical, plus il y a de fausses gencives, céramique ou composite, pour compenser les défauts. Ça, normalement, c'est le critère de choix entre fixe et amovible. Donc voilà. De ça découlent différents types de stratégies. Donc ça, c'est la classification de Misch pour les prothèses fixées. Vous voyez que quand la crête osseuse est au bon endroit, on ne met que du blanc. Là, on est en prothèse fixée. Quand la résorption est très importante, patient très âgé ou alors des extractions un peu compliquées, il faut compenser avec de la fausse gencive rose pour pouvoir avoir une taille de dent normale et un positionnement normal. Vous avez deux autres types de restauration qui sont RP4 et RP5 pour les prothèses amovibles, mais le problème est le même, le gradient de résorption, la position de la lèvre. Et si vous regardez la littérature, on vous explique que l'importance de l'accès à l'hygiène est primordiale pour la survie de vos implants. Que ce soit chez les dentés partiels, chez les dentés complets, si vous faites la plus belle prothèse du monde, que le patient ne peut pas nettoyer, vous allez perdre soit de l'os, soit vous allez avoir une mucosite ou une périimplantite, et en gros, votre prothèse vient nuire à vos implants. Donc ça, c'est des photos que je fais le jour de l'insertion des prothèses au cabinet. Donc on travaille un peu avec tous les systèmes, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Le but, c'est que le patient, il faut que ça brille. Voilà. Monsieur, je vous ai mis de la prothèse, il faut que ce soit propre, que ça brille. Ça, c'est la théorie du jour de l'insertion. Tout va bien, on est les meilleurs du monde, il n'y a jamais de problème. Enfin, on voit ici que ça commence déjà à être un peu des problèmes. Et on est des grands fans de Star Wars. On a participé à ce numéro sur les échecs. Et si on est là, c'est parce qu'on a choisi la technique télescopique en réponse à des échecs. Alors ça, c'est un échec à moi, ce n'est pas l'échec du voisin, celui-là, il est complètement pour moi. Bridge complet, FP1, chez un patient normalement cortiqué. On se dit, il va comprendre. Son fils est dentiste, c'est lui qui m'a adressé le patient. On fait un bridge complet avec mise en charge immédiate. Bon, il n'est pas parfait, mais il n'est pas si mal. On est en 2019 et je le perds un peu de vue. Et il revient me voir en 2020 pour avoir le devis pour la prothèse d'usage. Après 2020 arrive le Covid. Et lui, il a mis 2-3 ans à se remettre du Covid. Et il rappelle, je ne sais plus, 2023, je crois, en me disant « Je suis prêt pour faire la prothèse d'usage ». Super, on bloque un grand créneau. Et voilà comment il arrive. Donc il arrive pour faire son empreinte. Vous voyez que le parodonte est parfaitement sain et prêt à recevoir l'empreinte. Il me dit « Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai entendu un crack à un moment. Je crois que ça a bougé un peu. » Donc il a pété le bridge complet à un endroit. On a perdu un implant. L'implant qui est en canine, là, même si c'est un 14 mm, il a été perdu. Je lui dis, bon, écoutez, quand même, il faudrait nettoyer un peu, c'est important. Je démonte tout, je nettoie tout, et je décale l'empreinte à 1 semaine. Il revient comme ça la semaine d'après. Donc là, j'ai appelé son fils, j'ai dit, bon, on arrête les conneries, on va passer sur de la prothèse amovible. Il ne voulait pas en entendre parler, moi, je ne voulais pas lui faire de fixe. Ce patient-là, à mon avis, même s'il a la lèvre au bon endroit, la crête qui va bien, assez d'os et assez d'argent pour payer le traitement, il ne fait pas ce qu'il faut pour entretenir, on va à l'échec. Et quand on lui explique les brossettes, il me dit « Ah ouais, mais ça, c'est tous les jours !» Bah oui, c'est tous les jours, oui. Donc là, on est en train de le traiter.
on lui a fait un complet sur télescope, avec un système que Michael va vous présenter, qui est Conus de chez Atlantis. Mais lui, ce n'est pas le bon client pour de la prothèse fixe. Voilà d'autres échecs que nous avons. Et vous voyez en haut une magnifique barre sur 5 implants. En bas, ce n'est pas un travail à moi. En haut, c'est un travail à moi. Et la barre maxillaire est un deuxième traitement sur une patiente qui avait eu un traitement de type bridge complet sur pilotis, qui n'avait pas nettoyé, qui avait perdu un implant. On avait fait une belle barre, on lui avait expliqué qu'il fallait brosser, et quand elle revient en contrôle à 6 mois, elle est là. Alors, c'est pas parfait, mais déjà, je suis content de ne pas lui avoir fait de la fixer à elle. Et je pense que ce n'est pas la bonne candidate pour de la fixer. Alors, je me suis équipé il n'y a pas longtemps de stations pour le nettoyage et tout. C'est super, mais je ne peux pas aller chez tous mes patients tous les soirs pour leur faire ça. Donc, il faut réussir à leur expliquer. J'ai des amis assistantes dans la salle, c'est aussi un peu le rôle de l'assistante, que le patient doit nettoyer, il faut leur apprendre à nettoyer, et il faut leur donner des moyens adaptés à leur capacité digitale. Et je pense que le type de prothèse qu'on doit proposer aux patients est aussi en lien avec ce qu'ils peuvent comprendre de l'entretien et de ce qu'ils sont capables d'entretenir. Et voilà ce que je découvre quand les patients viennent me voir pour des petits soucis. Là, c'est un patient en haut, une patiente, pardon, qui vient parce que je pense qu'en latéralité, il y a un souci sur sa prémolaire ou sa canine. Il faut que j'envoie le pilotis au prothésiste pour le réparer. Avec toute l'amitié que j'ai pour mes labos, je ne le renvoie pas dans l'état où c'est en haut. Et ça, c'est une patiente qui vient de passer sous un traitement de biphosphonate. Donc, c'est les traitements pour l'ostéoporose chez les femmes, qui a eu un bridge complet sur un plan, et on a dû tout démonter, et aujourd'hui, elle a un complet en bouche. C'est une patiente qui a perdu confiance, qui a perdu du temps, qui a perdu des implants, qui a perdu de l'os, et qui n'a plus les moyens de remettre des implants puisque son os il est complètement rempli de biphosphonate. Voilà d'autres patients qui viennent voir au cabinet pour des contrôles et à qui on explique que, alors c'est pas forcément tout le temps de la faute du patient, il y a des fois des designs implantaires qui ne sont pas corrects, mais ça j'en ai toutes les semaines, et malheureusement, là chez cette patiente, les 2 implants symphysaires, à mon avis, ils sont perdus. Il y a le design implantaire et aussi parfois le design des prothèses, d'où une parfaite prophylaxie dans les formes qu'on donne à l'intrado de la prothèse aussi, et l'état de surface. Alors là, ce n'est pas un travail que j'ai fait, et le chirurgien qui lui a posé, l'a vu 2-3 mois avant, lui a dit que tout allait bien. Bon, écoutez, si tout va bien, madame. Voilà. Alors on va vous dire, faites de la prothèse amovible simple, c'est facile à nettoyer. Attachement axiaux, vous voyez qu'il y a un peu toutes les générations. Et là, le patient, en bas à droite, il vient, il me dit, écoutez, votre truc, ça ne clipse pas. C'est recouvert de tarte, ça ne peut pas clipser. Donc, la pédagogie, c'est de répéter, nettoyer et de trouver des solutions pour que le patient puisse brosser. Mais ça, c'est vraiment hyper quotidien et c'est presque déprimant, quoi. Et si vous regardez la littérature, ça, c'est un de mes tout premiers pilotis que j'avais fait avec Yves Gastard, que j'ai croisé tout à l'heure. La patiente, là, elle est infirmière de bloc en cardiologie. On se dit l'hygiène, le nettoyage, elle connaît. Et quand elle revient, qu'on lui explique que c'est pas nettoyé, elle ne me croit pas. Donc avec du révélateur de plaques, on peut même lui dater la plaque sur ses dents. Donc là, c'était des dents Phonares, un peu stratifiées, pas complètement lisses et tout. Donc c'est super. Le travail d'Yves sur la polychromie et la sculpture de la gencive. Si le patient ne brosse pas, ça fait autant d'endroits pour retenir la plaque. Et quand on les dépose et qu'on les ramène au labo pour les nettoyer, ils ne sont pas très contents, quoi. Et sachez juste vite fait, d'un point de vue bactériaux, vous avez un patient avec des dents, il a des problèmes paro, on enlève toutes les dents, on enlève toutes les bactéries. Donc le patient, il ne peut plus avoir de problème. Mais les bactéries vont revenir, sinon il n'y aurait pas de périimplantite chez les dentés complets, et vont venir coloniser les implants pour faire de la périimplantite. Et en plus, les bactéries qui reviennent, c'est les bactéries les plus agressives, malheureusement. Et si vous regardez l'autre problème qu'on a avec les attachements axiaux, merci, c'est un problème d'usure des pièces, notamment au maxillaire, puisque quand on met les implants dans l'os, la résorption étant centripète, les implants sont à peu près mis dans cet axe-là, on met des piliers droits dessus, il existe des piliers angulés, mais alors moi je ne suis pas du tout fan, et l'axe d'insertion de la prothèse étant dans ce sens-là,
eh ben, on va avoir des frottements et des usures sur les côtés, ce qui va rendre le système inopérant. L'autre problème des réhabilitations complètes, c'est que des fois ça casse. Je ne vais pas vous dire que ça casse jamais. Et que quand il faut réparer ça, il faut tout démonter. Et si vous démontez, vous remontez, vous démontez, vous remontez, il faut changer les vis. Sinon, on arrive à avoir des vis qui sont, vous savez, les toutes petites vis de multi-unit, là, celles qu'on ne retrouve jamais dans le cabinet, qui s'usent, qui s'abîment, qui ne marchent plus. Et vous voyez qu'ici, alors c'est pas très net, mais on a de la plaque déjà, malgré les aménagements en dessous de la prothèse complète. Voilà. Alors après, ça c'est plus pour la vanne, c'est voilà. Là, il y a un petit peu trop d'implants. Et je voulais vous présenter juste, je ne sais pas si Yves est dans la salle, c'est le premier patient que j'ai traité avec des télescopes, avec le docteur Patrick Limbourg à l'époque, avec Yves Gastard et avec Hervé Plard. C'est le premier patient à qui on a fait des télescopes, en tout cas pour moi, et c'est le premier patient à qui j'ai offert une brosse à dents électrique. Parce que lui, il avait vraiment des gros problèmes. Je ne vous le détaille pas, je vous le montre juste en photo. Alors le cas, il est un peu extrême, c'est sûr. Là, il a une maladie parodontale. Là, on l'a guéri, d'accord? On n'est pas juge, on va l'aider. Par contre, peut-être qu'on peut lui proposer quelque chose qui est plus facile à nettoyer. Lui, si on lui fait un bridge complet, alors déjà, je pense qu'il n'y a pas assez d'os, mais je pense qu'on va au-delà de gros problèmes. Donc lui, on l'avait réhabilité comme ça, avec 4 implants maxillaires, 4 piliers, donc là c'est un système Conus, et c'était un de nos premiers cas à l'époque, on avait gardé le palais, parce qu'on partait du principe que c'était de la prothèse complète avant de se servir des implants. Parce qu'on n'a que 4 voilà. piliers. Et comme je vous disais, c'est le premier à qui on a offert des brosses à dents électriques, et vous voyez que déjà pendant la phase d'ostéo-intégration, les vis sont recouvertes de plaques. Donc c'est des patients qu'il va falloir surveiller parce que ça peut partir vite n'importe comment. Je vais te laisser la main pour faire un petit topo sur l'historique, si tu veux bien. Donc fort de ce constat, donc depuis quelques années et ces retours de clinique, on s'est penché sur le système télescopique. Donc on a voulu savoir un petit peu d'où ça venait, pourquoi ça n'a pas tellement évolué en France alors qu'en Asie ou en Allemagne on en avait beaucoup plus. Donc les premières publications datent de 1873 avec des dents naturelles taillées comme des télescopes, donc en tube, de manière à ce qu'on ait une friction tout le long de la couronne. Les premières traces écrites documentées d'utilisation des systèmes télescopiques, donc c'est 1886, donc dans The Dental Cosmos et l'American System of Dentistry. Donc avec là l'utilisation de ces systèmes pour des types bridge, toujours pareil en taillant la dent de manière cylindrique pour qu'on ait une friction tout le long du bord. Les premiers écrits, donc on peut toujours sur dents naturelles donner la paternité de ces systèmes à Piso, donc avec le travail des bridges et des couronnes avec un système télescope, et un peu plus tard, donc quelques années après, en Allemagne avec Holp. Au niveau de cette histoire contemporaine, donc on va avoir 2 personnes importantes. Donc dans les années 60 et 70, Böttger, qui décrit la pratique des systèmes télescopes en 61 et 70, et surtout, donc on va admettre la paternité de Körber avec le Konus-Kronen télescope, donc les couronnes télescopiques de type conique. Donc c'est en partie, la plupart des publications qui sont encore éditées aujourd'hui sont basées sur ces écrits, dans le sens où c'était sur dents naturelles et avec les matériaux de l'époque. Et aujourd'hui, en fait, on peut se poser la question avec les matériaux qui sont à notre disposition. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que le système CFAO aussi peuvent nous aider à évoluer sur ces systèmes? Donc c'est toutes ces questions qu'on essaye de répondre avec toutes les équipes de Rennes, de Paris et du Sud pour essayer d'amener un peu de confort et de réflexion sur des systèmes implantaires, rigides, à l'inverse des systèmes avec leur mobilité due au ligament parodontal. Donc on pouvait classer ces différents systèmes en 3 catégories. Donc les cylindriques, donc avec une angulation à 0 degré. Les coniques, on verra après les différents degrés, les différentes formes, les différentes parois. Et ensuite avec espacement, donc avec résilience pour permettre une meilleure intégration. Donc pour faire simple, quels que soient les systèmes,
on a systématiquement donc un pilier primaire ou couronne primaire, c'est pour ça qu'en Allemagne on appelle ça aussi avec un système de double couronne. Donc on a ce système de pilier primaire, donc cylindrique ou conique, qui guidera la rétention de la prothèse. Ensuite, on va avoir une seconde partie, donc une coiffe secondaire, ou couronne secondaire quand on parle de double couronne, qui va venir s'encastrer le long du pilier, et on va gérer ensuite, en fonction de la hauteur, de la force et de l'angulation, si on est sur du conique, la force de rétention. Et systématiquement, donc, cette partie secondaire sera liée, donc, soit par des cols, soit directement intégrée dans la suprastructure, pour avoir un système complet qui va venir s'en ficher complètement sur le télescope. Alors, pour faire un peu rapide, et on est obligé de passer par des concepts fondamentaux, soit mécanique des fluides, soit autres systèmes. Donc là, pour faire simple, donc en fait, on va parler de tribologie, c'est-à-dire c'est l'étude des phénomènes de frottement, de glissement entre deux matériaux. Et en fait, Léonard de Vinci en a déduit deux fondamentaux. Donc les forces de frottement varient proportionnellement aux forces perpendiculaires à la surface, c'est-à-dire en gros, plus nos pièces vont être inclinées, donc on va avoir une inclinaison conique, moins on aura de rétention, et elles ne dépendent pas seulement de la surface de contact, mais en fonction des matériaux et de leur état de surface. Donc simplement, pour résumer un petit peu tout ça, on va avoir une force d'insertion, donc soit digitale, soit occlusale, qui va interférer tout de suite, qui va jouer un rôle dans la pression qui va être au niveau de la force de frottement de surface, parce qu'il va y avoir déformation élastique des surfaces. C'est-à-dire que dès le moment où on va mettre en fonction la couronne secondaire, la coiffe secondaire, ça va venir se ficher sur cette coiffe et on a une friction instantanée. Donc la valeur du coefficient de friction dépend du matériau du pilier de la coiffe, et la valeur de la pression exercée et la valeur de l'angle au niveau du sommet du pilier. Donc les différentes études, donc on a constaté qu'il y a peu de variations en fonction des matériaux choisis. Donc c'est-à-dire que là, qu'on soit sur du non précieux, de la zircone, des pics, etc., on a peu de variations, même si on en a quand même. Et par contre, au niveau de la force occlusale, on sera toujours entre la force de mastication. Donc le paramètre le plus important, c'est vraiment l'angulation de notre pilier. Donc plus l'angulation est élevée, moins on a de force au niveau du pilier. Donc ce n'est pas suffisant. Donc là, on a ce schéma en fait, qui vous explique vraiment, en fonction de la forme du pilier, on peut avoir donc une rétention exponentielle. Et plus on va être sur une angulation quasiment zéro, plus on va avoir de rétention. Donc après, ça va être exclusivement les matériaux ou les espaces qu'on va déterminer qui vont nous orienter vers la suite. Ça, c'est pour expliquer qu'en fait, la hauteur du pilier en fait, n'interfère que très peu sur la rétention. Donc là, aujourd'hui, quels que soient les matériaux, on va être sur des piliers entre 3 et 5 mm maximum. C'est largement suffisant, sachant qu'on a la fin de la rétention et de la friction en fin d'insertion. Donc voilà ici un petit panel aujourd'hui de ce qui peut être réalisable au niveau des piliers primaires. Après, exclusivement pour notre cas de figure sur des piliers implantaires. On ne travaille pas sur la partie dents naturelles. Donc on peut avoir soit titane et tout ce qui est non précieux, les systèmes en or, la zircone et le PIC, ou la famille des PAEC, donc des Picton, des PEC, des bio-HPP. Ensuite, sur la partie secondaire, donc cette coiffe secondaire qui va venir en friction, on verra par la suite, ou d'autres systèmes, donc on peut avoir différents matériaux, et ensuite la partie tertiaire, donc la suprastructure, on peut avoir également donc, des titanes, des non précieux, la famille des PAEC et les ors. Donc là, simplement ce schéma pour expliquer aussi qu'on peut le fabriquer de diverses manières, c'est-à-dire que vous avez soit les techniques de fonderie traditionnelle, de l'électroformage ou du système CFAO. Je vais commencer avec un premier cas clinique. On a essayé avec Michael de vous... Alors, on n'a qu'une heure, donc on ne peut pas tout vous montrer. On a essayé de vous montrer différentes solutions qui sont possibles, et on va vous détailler un petit peu les étapes. Donc là, c'est une patiente que j'avais traitée avec Nicolas Laferté, un de mes prothésistes, et on avait délégué la réalisation des chapes
en galvanoplastie à Guillaume Glory, qui est un prothésiste à Aradon et qui maîtrise cette technique-là. Si vous voulez le faire, vous, et que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez très bien gérer la partie pilier CFAO chez vous et déléguer la galvano, par exemple, à Guillaume ou à quelqu'un qui sait faire. Donc une patiente, voilà, on a eu un projet prothétique, on a positionné les implants. Je vous ai montré tout à l'heure une empreinte numérique, mais je suis passé au digital il n'y a pas très longtemps. Et moi, l'empreinte au plat chez les dentés complets, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça va vite, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. On fait la clé en plâtre pour dire qu'on est pédagogique, mais honnêtement, j'ai jamais cassé de clé en plâtre après une empreinte au plâtre. J'ai cassé plein de clés en plâtre, mais pas forcément dans ces solutions-là. On a notre modèle, on reprend notre projet prothétique, on envoie ça chez l'usineur où on commande les piliers CFAO en titane. Là, on s'était rapproché de Guillaume qui avait l'habitude de faire ce genre de technologie. Et il nous avait dit, si vous faites des piliers titane et des contre-chapeaux en or, moi je vous conseille sur 4 de se mettre à 2 degrés de conicité. Donc on a écouté Guillaume et on a fait 2 degrés de conicité. Et là, l'astuce, c'est d'avoir le grand axe des piliers qui est perpendiculaire au plan d'occlusion pour que le système soit opérant et que le patient puisse le déposer. On avait fait une solution fixée en bas, mais peu importe. Voilà les piliers qui sont mis en place. Voilà les chapes qui s'adaptent parfaitement sur les piliers en bouche. Vu que ça s'adapte sur le modèle, on n'avait pas trop de doute là-dessus. Ces chapes vont faire corps avec la prothèse pour venir se télescoper sur les piliers qui, eux, resteront en bouche. On est dans ce qu'on appelle ici de la prothèse extractible. On est sur de la prothèse amovible, mais qui a le comportement mécanique de la prothèse fixe, avec les avantages du nettoyage, comme on l'a vu. Voilà. Et si vous faites ce genre de reconstruction, moi, je vous conseille, avec mon expérience, qui n'est pas exceptionnelle, mais ça fait 5-6 ans qu'on en fait pas mal, de mettre des châssis ou des renforts. Donc, soit si vous êtes sur du pic, des châssis en pic, soit si vous êtes sur de la résine, des châssis métalliques. Alors après, microfusion laser ou non, peu importe, mais mettez des renforts au maxillaire et à la mandibule, sinon vous risquez d'avoir les cages qui passent, enfin les capsules en or qui traversent la résine à force. Et le principe, ça c'est une diapo que j'avais fait pour les étudiants à la fac, voilà, le pilier, il descend parfaitement sur la chape et avec une goutte de salive, on a une rétention qui est assez importante. C'est un de mes premiers cas, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, j'ai 4 ans de recul aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez compris, la patiente, on lui explique comment il faut nettoyer. Voilà, alors elle repart avec tout l'attirail, il n'y a pas de problème, madame, il faut que ça brille. Et voilà les mains de ma patiente. C'est une patiente qui a 85 ans, qui a de l'arthrose, elle ne peut pas mobiliser toutes ses mains. C'est la petite dame de la campagne chez moi, qui est adorable, mais qui ne pourra pas passer des brossettes sur 15 embrasures. Et regardez, on a fait une petite vidéo pour vous montrer à quel point ça tient. Elle a ce doigt-là qui ne sert à rien, et l'autre côté, pareil, elle ne peut pas les mobiliser. Donc est-ce que si je lui fais un bridge complet avec une embrasure entre la 16 et la 17, elle va aller passer les brossettes tous les jours? C'est pas sûr. C'est une petite vidéo à l'iPhone, c'est rien du tout, c'est facile à faire. C'est ce qui me permet de vendre, entre guillemets, la solution amovible aux patients qui ne veulent que de la fixe. Parce qu'ils me disent, oui, l'amovible, ça ne tient pas. Faites des petites vidéos comme ça, on vous en a mis plusieurs avec les différents systèmes, ça fonctionne et ça rassure le patient qui, quand vous lui dites prothèse amovible, télescope, lui, il entend que amovible. Voilà, là, il n'y a que 4 implants et on est sur du 2 degrés de conicité, pilier de titane contre chape en or. Et vous voyez que les doigts, elle a déjà la moitié qui ne fonctionne plus. Et elle est revenue voilà, à 3,5-4 ans en contrôle. Il y a un petit peu de corrosion sur les piliers. Alors j'ai été beau joueur, je ne les ai pas nettoyés pour la photo, mais regardez la réponse de la muqueuse. Moi, si tous mes bridges complets ils sont comme ça à 4 ans, je signe tout de suite. Parce que je vous ai montré les pilotis tout à l'heure, et même les bridges FP1, dont un que j'avais fait, on n'a pas forcément cette gencive-là en dessous, et il n'y a quasiment pas d'usure sur les chapes en or. Par contre, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, et il faut déléguer ça à quelqu'un qui sait faire. Donc un cas donc, de Dentsply Sirona, donc système Atlantis Conus, où il y a une partie qui est déléguée à la société. Donc c'est avec un de mes praticiens, donc le docteur Jonathan Selem,
qui est aujourd'hui à Montpellier. Donc, logiquement, il y a du son. Alors, que voulez-vous? Alors, je voudrais Ça peut avoir du son. Je m'appelle Jérôme. D'accord, vous avez quel âge? Morph, 60, Ouais, pas de son. 60 ans, né le 19 décembre 1956. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez, les prothèses, qu'est-ce que vous en pensez du travail que vous avez aujourd'hui? Eh bien, c'est compliqué, j'en pense du bien et du mal. J'avais une prothèse en haut qui était très bien tant qu'elle était toute seule. Dès qu'il y a eu la prothèse du bas, elles ont été relativement incompatibles. Celle du haut tenait très très bien, j'arrivais même pas à l'enlever au début. Maintenant, bon, elle tient plus, ça c'est autre chose. Celle du bas tient bien, bon. D'accord. Et au niveau de l'esthétique de la prothèse du haut? Au niveau de l'esthétique, si vous voulez, mon problème est... Bon, l'esthétique c'est bien, mais c'est mieux. Mais pour moi, ça ne doit être qu'un plus. D'accord. C'est-à-dire que, surtout, vous voyez, je voudrais ne plus avoir de tracas comme j'ai eu ces dernières années. Et l'esthétique passe quand même au deuxième plan. C'est important quand même aussi. Alors l'esthétique du haut, moi j'aimais bien. Au niveau des dents, j'aimais bien ce qu'il y avait. Vous ne trouvez pas que ça s'est abîmé de façon asymétrique? Non, alors, après, si vous voulez, quand il y a eu l'appareil du bas, il y a eu un gros problème. Parce que justement, comme c'était incompatible, il a tout ratiboisé le bas, parce que sinon, j'étais toujours en train de faire ça et je faisais basculer l'appareil du haut. Donc, pour résumer, parce qu'on n'a pas entendu forcément le début, donc c'est un patient donc, qui est ingénieur aéronautique et il a une doléance, lui ne veut pas de solution fixée. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment une obsession, donc là actuellement on va voir ce qu'il a après. Mais le but c'était de retrouver, là en fait le fait d'adapter une prothèse sur une autre sans tenir compte forcément de tous les déterminants occlusaux a posé problème et effectivement il y a eu des gros dégâts. Donc en solution actuelle, voilà, donc esthétiquement, donc il a ça. Donc apparemment l'esthétique le dérange pas beaucoup, donc ça nous laisse une petite marge de manœuvre. Par contre, au niveau fonctionnel, il est en demande de solutions adaptées et cohérentes. Donc effectivement, donc en postérieur, au niveau des 7, on avait déjà une ovalisation donc, de ce pilier sphérique. Et devant, donc une barre qui a sûrement été retravaillée, type barre d'Ackermann. Donc voilà les intrados. Donc au maxillaire, on va proposer tout à fait un autre système et à la mandibule, donc que ce soit pour des moyens ou des raisons économiques ou fonctionnelles, on va simplement garder le schéma mandibulaire au niveau de l'intrado et on va simplement reconstituer correctement tout le schéma occlusal. Donc on va récupérer les implants existants pour pouvoir positionner nos futurs conus. Donc prise d'empreinte préliminaire. Donc sur ce système-là, donc les systèmes de rétention pour les transferts sont inexistants. Donc on a adapté des petites rétentions pour que ça se soit bien pris dans la résine. Donc prise d'empreinte au plâtre, traitement de l'empreinte et première proposition esthétique pour le patient, validation esthético-fonctionnelle. Donc on a récupéré la base mandibulaire, on a fait un montage en cire dessus. Au niveau du maxillaire, pareil, donc proposition esthétique. Donc l'ensemble est validé et peut partir pour la suite. Donc on va modéliser l'ensemble, on va commencer à réfléchir sur la position et l'angulation et le degré de rétention des conus. Donc pour ce cas-là, en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce qu'on a vu en préambule, en antérieur, on va être donc sur un cône à 4 degrés et en postérieur à 6 degrés. On va essayer d'équilibrer, vu qu'on a vu que c'était la force initiale de l'insertion qui va conditionner une partie de la rétention. Donc on équilibre entre l'antérieur et le postérieur. Donc on fait confectionner donc, à la société Dentsply, là, du coup c'est vraiment de la sous-traitance, donc on envoie le tout et on essaye d'avoir des captures d'écran. Donc on avait retravaillé un petit peu le design et les positions, parce qu'on n'avait pas exactement ce qu'on voulait. Donc les piliers sont usinés, sont réceptionnés, donc on reçoit ce type de travail. Donc là on a nos piliers primaires qui vont être essayés en bouche. Donc on en profite pour directement faire une armature métallique, donc pareil, usinée, designée, usinée.
Et on passe à la phase... Voilà, fauteuil. Donc très important dans tout ce qui est restauration télescope. Quelle que soit la forme, on a souvent donc, soit des sphériques, soit des cylindriques, soit des coniques. Et le but, la difficulté, c'est de retrouver la bonne position du pilier, premièrement sur le modèle, donc position entre eux, et position à même quand on est sur du direct implant non indexé, donc de pouvoir retrouver exactement la bonne position de l'implant, parce que toute l'axe d'insertion va être déterminé, avec le bon implant et le bon pilier. Donc, sur le modèle, c'est une chose, et en bouche, en est une autre. Donc, systématiquement, réalisation de gouttières de repositionnement des implants. Donc, on peut voir aussi à certains endroits donc des indexations pour permettre leur positionnement exact, précis, parce que ça, c'est un vrai piège. Donc, premier essayage donc, à l'aide des gouttières de repositionnement. Tout est vissé, tout est validé. On revalide le rapport maxillo-mandibulaire. Et ensuite, on passe à la phase pose. Donc, par électroformage, donc galvano, donc des cupules en or sont faites et elles vont être solidarisées directement dans la barre au fauteuil. Donc, avec des composites de scellement, type Panavia, V5 ou autre. On remet le tout en place et une empreinte globale est reprise, la barre en place et les piliers en place, de manière à pouvoir ensuite finir notre prothèse. Donc, finition des prothèses maxillo-mandibulaires. Donc, toujours intéressant, donc ça c'est petit aparté, petite digression. Donc, à l'époque, ouais, ça date un petit peu, donc relativement satisfait de la polychromie, de la polypropylène externe avec les composites de l'époque. Si on n'a pas le retour clinique, on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que là, en fait, au niveau du sulcus interdentaire, c'est une catastrophe, c'est pas très esthétique. Et effectivement, on s'est aperçu par la suite que faire une petite zone un petit peu plus sombre à cet endroit-là, on gagne un peu en esthétique. Donc ça, c'est toujours pareil, que ce soit en cas d'échec ou en cas de réussite des traitements, toujours des retours cliniques. Ça nous permet d'évoluer pour la suite. Donc, on peut être pas complètement satisfait et on se rappelle toujours de ce qu'il y avait au début. Donc, on fera mieux la prochaine fois, mais là, au niveau fonction, le patient a exactement ce qu'il veut. Donc là, il a été revu il y a 6 mois et on a toujours la même friction. Il n'y a pas eu de réintervention. Donc, on se dit que le schéma occlusal choisi n'est pas incohérent et que le patient entretient et que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, patient heureux. Donc, pareil, accès à l'hygiène assez rapide et ça fonctionne. Je vais vous présenter un autre cas. Alors, c'est un cas que j'ai publié avec Mathieu Goudal et je lui ai volé le cas parce qu'il avait un peu plus de recul que moi sur ce cas-là. Et je vais vous montrer le vieillissement tissulaire à 1 an et demi, je crois, pour le patient de Mathieu. Alors pour la petite info, Mathieu, il est chirurgien exclusif à Chambéry. Et Mathieu, Michael et moi, on est en train de diriger un numéro spécial télescope pour stratégie. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on aime bien et on essaie de pas mal échanger. Donc Mathieu m'a prêté ce cas-là. Là on est sur un système de télescope à 7,5 degrés. Tout à l'heure je vous ai montré un système télescope où j'avais décidé de faire des piliers à 2 degrés. Là si vous passez chez Createch, donc Crealoc, le pilier il est à 7,5, c'est non négociable. Vous ne pouvez pas modifier ça. Donc voilà la particularité du système. Alors j'ai fait un cas et je n'en ferai pas d'autres parce que je pense que dans leur stratégie d'usinage, ils n'arrivent pas à faire un télescope avec le puits de vissage au milieu du pilier. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a cette espèce de déport par rapport à l'implant. Alors pour nos amis prothésistes, il y a des petites flèches ici. Il faut que toutes les flèches soient vers l'avant pour repérer les piliers, et il y a des stries sur tout le pourtour des piliers, 1, 2, 3, 4, enfin, autant qu'il y a de piliers, pour pouvoir les ranger de droite à gauche. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le déport mécanique. Je ne sais pas trop comment ça va vieillir. J'ai fait un cas, vous allez voir la vidéo, il a 2 ans de recul. Pour l'instant, ça tient, mais moi, le fait que ce ne soit pas dans l'axe de l'implant, ça me pose un petit problème. Alors peut-être que je me trompe. Et comme vous le disait Michael, dès que vous faites du télescope, faites imprimer des petites gouttières. Ce sera bien plus simple pour pouvoir positionner en une seule fois tous les piliers. Et puis ça vous évite de les mélanger. Donc voilà, donc là, lui, il était parti sur un châssis en titane usiné. Comme je vous disais, il y a tout le temps des châssis.
Et chez Crealoc, vous avez moyen d'avoir des inserts de rétention variables dans les coiffes télescopiques, ce qui fait que c'est un peu un mix entre les attachements axiaux traditionnels type Novaloc, Locator, on n'est pas vraiment sur du télescope pur, je pense, et des inserts de rétention pour adapter la rétention aux capacités du patient. Et alors à Chambéry, ils brossent pas beaucoup mieux qu'en Bretagne. Vous voyez, on voit du tartre en face des canaux excréteurs des mandibules. Mais voilà la réponse tissulaire qu'il y a chez Mathieu. C'est un peu comme ma patiente. Il n'y a aucun problème de mucosite, de périimplantite. Et moi, c'est ça qui me donne envie de continuer à faire du télescope. C'est un vrai choix pour mon patient. C'est un vrai choix pour moi, pour être tranquille au niveau de la maintenance. Parce que là, il n'y a quasiment rien à faire. Un petit coup d'insert sur les prothèses et ça repart. Et j'avais fait un cas donc, avec Nicolas sur un patient de 80 ans. Vous voyez que quand vous recevez la brochure, vous avez ça sur la brochure, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on reçoit quand on reçoit les boulots, quoi. Donc je trouve que c'est un petit peu, ils ne sont pas ici, mais un petit peu mensonger. Donc voilà les piliers mis en place. On a mis une gouttière et vous voyez qu'on a un déport qui est quand même assez important. Par contre, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on est sur 4 implants avec une conicité de 7,5 degrés. Et on avait mis des inserts de rétention moyenne. Et évidemment, comme tous les autres, il est reparti avec sa brosse à dents. Il faut que ça brille, il faut que ça fonctionne. Donc ça, c'est pareil, c'est un cas qu'on fait toujours en équipe, hein, avec donc Julien Montenero de Nice, Paris, Nantes, on ne sait plus trop où il est partout. Et Jonathan Selem, donc on avait commencé à travailler sur tout ce qui est système télescopique en PIC, donc en bio-HPP, et pour s'exenter doucement de tout ce qui est alliage. Là, on est en train de travailler également sur les implants en zircone, les piliers en zircone, pour qu'on soit complètement free metal. Donc ça, c'est nos évolutions. Donc pareil au niveau du patient. Donc pour résumer un petit peu la philosophie du PIC ou du bio-HPP, donc ça a été dans une revue de 2017. Donc ils avaient comparé ça au Lego et c'est une très bonne comparaison dans le sens où on va avoir effectivement nos cosmétiques d'une certaine manière. Je vais arriver. Donc les implants. Donc on a toujours nos différents paliers avec nos différentes coiffes, nos différents piliers. Donc sur ces implants, nos premiers piliers implantaires, les piliers télescopiques et du coup notre armature télescopique. Donc là, l'intérêt du principe, c'est qu'on va enlever un étage. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir une liaison avec une coiffe secondaire. La coiffe secondaire sera intégrée directement dans la suprastructure. Donc patient présenté au cabinet dentaire, donc grosse fonte osseuse secteur 2, multi-appareillé, gros souci de fonte osseuse. Donc là, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc on décide de proposer au patient ce système télescopique en lui expliquant un petit peu les avantages et les inconvénients. Là, la difficulté, c'est qu'il y a, je crois qu'il y avait 7 implants, 3 marques différentes, avec des multi-unités, des directs implants, donc un large brassage, donc des axes divergents, donc il a fallu revoir un petit peu tout ça. Donc on démarre tranquillement le protocole. Donc on va démarrer par une empreinte de mise en situation. Donc avec ce système, étant donné qu'on avait des gros axes divergents, donc on est passé donc, par du fil de liasse pour le docteur Jonathan Selem a rejoint donc par du fil de liasse et différents implants. Donc avec du Duroc et le Sodan, on relie l'ensemble, on sectionne et ensuite on remet l'ensemble de résine de manière à limiter l'expansion de la résine, parce que tout résine a une expansion. Donc là, on est sur quelque chose de relativement passif. Donc on n'avait pas fait de clé de validation pour ce cas, parce qu'on n'avait pas encore à l'époque trouvé le système avec les multi-unités partout. Et donc on a tenté avec justement, c'est pour ça qu'on avait choisi ce système de prise d'empreinte pour avoir un semblant de garantie de passivité d'empreinte. Donc l'empreinte est préparée, donc tout est mis en place pour la suite. Donc on a notre modèle, on l'espère passif. Donc ensuite, pour avancer un petit peu, pour gagner en précision, en temps d'étape pour le patient, donc dès la fabrication du modèle,
prise d'arc facial pour spatialiser le maxillaire par rapport aux ATM, et ensuite enregistrement de la situation qui était correcte au niveau DVO et RC, en situation tout de suite au cabinet dentaire. Comme ça, on a déjà notre modèle de travail en situation occlusale. Donc, premier projet prothétique, donc validé par le patient, donc esthético-fonctionnel, on a aussi vérifié que tous les paramètres occlusaux étaient corrects, et donc ça peut partir en fabrication. Donc on avait à l'époque 2 systèmes, donc système traditionnel, on va dire, de fonderie, même si c'est pour du PIC. C'est-à-dire qu'en fait, on sculpte sur notre T-base une chape télescope et on injecte le PIC ou le bio-HPP directement sur le T-base. Donc avec l'oxydation et les différentes températures, on a une liaison légèrement mécanique grâce au string et surtout physico-chimique. Ensuite, la société Brédan propose aussi, vu qu'on est sur du bio-HPP, des plots, donc des pré-milles, pour usiner directement donc notre partie pilier primaire, sur nos systèmes d'usinage. Petit inconvénient, on n'a pas tous les systèmes et on verra l'inconvénient à la fin, l'inconvénient majeur à la fin. Donc on est parti sur un autre procédé qu'on a mis au point d'ailleurs, enfin après qu'on a testé, ça a plutôt bien fonctionné. Donc en fonction, si on avait un support multi-unit, donc on a pris un T-base, et si on était sur nos différents directs implants, on a récupéré les piliers du commerce, des piliers standards pour pouvoir travailler la suite. Donc pareil, vu qu'on est sur du cylindrique, pas forcément indexé, pas forcément repéré, on a fait des méplats de manière à pouvoir repositionner la partie suivante. Donc le principe, c'était tout simplement donc, de mettre tout ça en situation. Donc on scanne la situation initiale avec nos différents éléments préparés pour pouvoir commencer à fabriquer nos piliers télescopiques en PIC. Donc mise en situation, modélisation des piliers en fonction de l'espace prothétique disponible et usinage. Donc là, le principe, ça va être d'avoir des piliers qui sont déjà, niveau état de surface, relativement corrects et qui vont se repositionner directement sur nos piliers implantaires. Donc le principe, c'était on sablait, on met toujours un primer d'accroche en fonction du matériau qu'on a, donc là du MKZ ou SR-Link de chez Ivoclar, peu importe, sur notre partie métallique. Et pour le PIC, on doit avoir aussi un adhésif correspondant. Et on solidarise le tout avec des composites de scellement. Donc on avait mis une petite gaine thermo-rétractable pour protéger l'implant. Donc situation avant, situation après. Donc l'ensemble de nos piliers implantaires est devenu des piliers télescopiques, on va pouvoir faire la suite. Donc à l'époque, on n'était pas encore très aguerri sur l'usinage ou l'impression de gouttières, donc gouttières thermoformées, avec indexation pour repérage des différents piliers en bouche. Donc tout est essayé, tout est relativement validé, ça revient au laboratoire. On passe sur notre deuxième séquence, donc les piliers sont validés en position et en forme. On va pouvoir modéliser notre suprastructure en fonction de l'espace prothétique disponible et en fonction des piliers qui ont été créés. Donc on travaille tout ça et on a quelque chose de relativement propre comparé à ce qu'on pouvait faire après en injection. Donc on a privilégié aussi les systèmes de disques. Donc là, on va avoir le même matériau, c'est-à-dire que c'est un matériau industriel et on va avoir la même chose entre le pilier primaire et la suprastructure secondaire. C'est-à-dire qu'au niveau usure, logiquement, il n'y aura pas de pot de terre contre le pot de fer, on a exactement le même matériau. Donc voilà l'intrado, une fois qu'on a enlevé les connexions. Donc c'est pareil, ce cas-là, j'ai gratté 2 minutes, c'est descendu, on avait la friction, c'était relativement impressionnant. Essayage en bouche, la friction est validée, on continue, on fait le remontage dessus, on valide, on finit, donc on expliquera la suite. On était encore sur des systèmes de clés en silicone, là maintenant on peut les imprimer ou les usiner. Pareil, on fait notre préparation sur le composite et sur la suprastructure avec des primers adhésifs, et ensuite on relie, donc en résine ou en système combo line, pareil des duals, entre la partie PIC et la partie composite.
Donc ensuite, on comble et après, on fait notre finition polychromie gingivale, une fois que tout est parfaitement acté. Voilà. Donc ça, c'est juste pour voilà. Donc ça, pour les différentes teintes. Donc c'est pour ça que cette zone-là, par rapport à notre premier patient, donc on est un petit peu plus foncé pour éviter ce sulcus interdentaire pas très esthétique. Donc insertion, validation et donc patient heureux dans l'absolu, avec une solution pérenne et avec un système un peu différent. Donc voilà un petit peu donc sur un premier cas qu'on avait fait avec le docteur Selem. Donc à 6 mois, il revoit son patient, parce qu'on était vraiment sur les prémices de tout ça. Il m'appelle, il me dit j'ai un petit souci, je vous envoie la photo et on voit ça. Donc depuis, pour éviter tout risque, tout ce qui est sous-gingival, on ne met pas de pic. On ne met pas de PAEC, c'est soit titane, soit zircone, mais on évite. Donc c'est peut-être nous, techniciens, prothésistes, qui polissons mal. C'est compliqué après au niveau de l'usinage, etc. Donc dans le doute, on est sur des techniques qui sont quand même validées. Au niveau de la littérature, c'est validé. Donc tout ce qui est sous-gingival, on va éviter d'utiliser des matériaux type PAEC. Peut-être ça vient du patient aussi. Peut-être ça vient du patient, peut-être ça vient du prothèse. Mais dans le doute, je ne veux pas avoir le doute. Je veux dormir tranquillement la nuit, je ne veux pas avoir des photos comme ça. Et ça, c'est pareil. Et pourtant, dans la littérature, in vitro, le pic a un meilleur ratio prolifération bactérienne que la zircone ou le titane. C'est-à-dire qu'il y a moins de prolifération, mais c'est pareil, in vitro et avec des systèmes usinés parfaitement cadrés. Là, je vais juste vous montrer une vidéo d'une patiente qu'on a traitée avec Kevin qui est dans la salle. C'est la même technologie, donc je ne vous détaille pas le traitement. C'est 4 implants maxillaires avec des télescopes PIC, conicité à 0 degré. C'est juste une vidéo pour vous montrer... Ah bah si, on l'a détaillé un peu. Un petit peu. Je croyais qu'on en avait enlevé. Donc 4 implants maxillaires, une petite clé usinée pour repositionner les piliers. Là, ils sont un peu carrés parce qu'on était sur des piliers SRA et qu'on avait un problème de repositionnement. Le châssis, voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, ça pèse absolument rien. C'est 15 grammes le maxillaire. Voilà. La patiente, on lui demande de brosser. Et voilà le plus intéressant. Ça, c'est le jour de l'insertion. Donc vraiment, je vous le dis, le télescope, ça marche. Ça tient, ça fonctionne très bien. Le pic, il y a des partisans et des opposants, mais on ne va pas rentrer dans la bataille. Mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien et qui est vraiment facile à nettoyer. Donc c'est pareil, ça fait un peu le résumé, là, le témoignage de ce patient, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a pu vous dire là. Donc on va vous laisser écouter si on peut avoir du son un petit peu. Allez-y, je vous laisse le mettre. Phase 1. Serrez les dents. Vous allez faire quoi cet après-midi? Dommage. Des courses, sans doute. Il dit qu'il gigote les On gars. est un peu dans Paris, quoi. Ok, et essayez de le retirer pour voir si on est mieux. Ça va un peu mieux. Ouais, ça va même beaucoup mieux. Vous l'avez retiré là? Oui, j'ai retiré. Parfait. Et remettez-le, et on est bon. Ok. Donc c'est pas la bonne vidéo, c'est pas très grave. Donc il explique simplement, donc lui, ce patient avait eu un souci, il y avait toujours, il le dit lui-même, il y a un souci de garde-manger au niveau de ses prothèses qu'il a été appareillé longtemps avec une solution fixée à la mandibule et le terrain osseux devenait un petit peu compliqué, on a réussi à garder les implants
Et en fait, il explique le confort absolu de pouvoir nettoyer le soir correctement, rapidement, et le fait qu'il a le même ressenti qu'une prothèse fixée. Donc pour résumer, avant de résumer, on fait un petit teasing pour dans 2 ans, si vous êtes dispo. Donc Jean-François Flard, qui a eu son CPES cette année, a fait un formidable mémoire sur un système hydro-connecté au niveau du télescope. Donc il finalise toutes ses études et il viendra vous le présenter d'ici 2 ans avec les matériaux et toute la suite. Donc, pour résumer, le système télescopique a les avantages de sa simplicité de fonctionnement. Par contre, il a les inconvénients de sa difficulté de fabrication. Parce que ça reste quand même quelque chose de relativement technique où il faut maîtriser à la fois ou comprendre la partie clinique pour nous prothésistes et après gérer les matériaux, la conicité, le volume prothétique. Enfin, c'est relativement technique, mais ça offre une belle alternative pour des patients un peu compliqués. Si vous regardez de la littérature, on ne va pas vous abreuver de littérature, mais il y a des études qui montrent que des complets sur télescope sont des alternatives cohérentes aux prothèses fixes, avec des solutions vissées ou scellées, et surtout la satisfaction des patients est équivalente. C'est-à-dire ils traitent les patients moitié en fixe, moitié en amovible, et à la fin ils demandent aux patients, c'est quand même le plus important, ce qu'ils en pensent, et il n'y a pas d'opposition au système amovible de la part des patients. C'est quelque chose qui est vraiment très bien toléré. C'est assez impressionnant. Et si on veut faire les petits messages à ramener à la maison, de mon point de vue, alors ça c'est pas evidence-based, mais le télescope marche mieux que les locators, les Novaloc, surtout au maxillaire. D'un point de vue chirurgical, avec 4 ça suffit. Donc c'est une solution qui va être moins onéreuse pour le patient. Et on a vu qu'on pouvait mettre 4 implants dans le prémaxillaire. Donc vous pouvez aussi vous abstenir de faire des comblements des bas-fonds sinusiens. C'est évidemment, alors on ressemble beaucoup à Monsieur Propre tous les deux, mais beaucoup plus facile à entretenir pour les patients. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Le rôle de l'assistante, et vraiment c'est quelque chose auquel je tiens, l'équipe, le labo, l'assistante est primordial puisqu'il faut que l'assistante aide le patient à comprendre. Et si on n'a pas le temps, on peut déléguer ça à l'assistante. Il y a une excellente réponse biologique, notamment au palais, si le patient fait le job au niveau muqueux, il n'y a aucun souci. S'il y a de la maintenance, il n'y a pas tellement de problème puisqu'il n'y a pas de tout à dévisser, sauf s'il y a un plié qui se dévisse, mais ça peut se recoller. Vous avez un large choix de matériaux, mais alors vous faites ce que vous voulez. J'ai des collègues qui font du télescope, pilier titane, contre-chape en pic, pilier en zircone, chape en or. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux dans la salle sont équipés en CFAO, et ça vous permet de rattraper tous les axes implantaires qui sont déficients. Vous avez vu des cas où les implants sont positionnés vraiment de façon compliquée. Si on voulait le faire en fixe, ce serait pas évident de ne pas avoir des émergences en vestibulaire. C'est quelque chose qui est evidence-based avec un recul clinique. Michael vous l'a dit, ça a plus de 100 ans. Par contre, c'est un travail d'équipe. Et il y a une partie de mon équipe dans la salle. On repart à zéro, quoi. Les protocoles ne sont pas les mêmes. Les premiers boulots, on les refait parce qu'on n'est pas satisfait. Usiner du PIC, c'est pas si facile. Faire de la galvanoplastie, c'est pas facile. Si vous voulez aller sur une solution un peu plus facile, vous déléguez tout, par exemple, à Createch ou à Dentsply, qui vous donnent des situations clés en main et où vous n'avez pas besoin de tellement vous former ou évoluer. Et dernière chose, on n'est pas venu faire une conférence anti-bridge fixé, on est venu vous faire une conférence. Le télescope, ça peut rendre service sur des patients très âgés ou sur des patients qui sont anciens paro et où on a un gros doute sur l'efficacité de leur brossage à venir. Et ça peut être des solutions évolutives, c'est-à-dire qu'ensuite, si les piliers sont plus fonctionnels ou le patient ne peut plus enlever correctement sa prothèse, on peut mettre des piliers type Novaloc ou Locator, et en antagoniste, on peut mettre justement l'attachement. Donc on garde la structure et l'occlusion. Voilà, et on va terminer avec le père des implants, Brad Mark, qui disait « Personne ne devrait mourir avec les dents dans un verre d'eau ». Et ça, on est plutôt d'accord avec ça. On a terminé, pile poil dans les temps. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et je ne sais pas tellement comment se passent les questions. C'est bon ? Quelqu'un qui vient et personne.
Ça se passe comment les Je questions? ne sais pas du tout. D'accord. Il y a quelqu'un qui vient. On nous a abandonnés. Ah, je pense qu'il veut ça. Je vais prendre le micro parce que je me réserve la première question, comme d'habitude. J'ai ce privilège-là. Voilà. Récemment, j'ai eu le privilège de lire un mémoire de CPES très intéressant sur cette technique qui m'a passionné. Moi, j'ai une question plus clinique, donc ça sera plus pour le docteur Perrin. Ça tombe bien. J'ai un bruit qui m'a fait un peu peur, c'est quand la patiente a enlevé sa prothèse et que ça fait chla. Non, les implants sont restés. Ok, merci. Il n'y a pas Mais de... c'est une vraie question. Les patients me disent, mais je vais arracher mes implants. Alors, Voilà. on les rassure. Et là, les prothèses étaient neuves. Et elle l'avait depuis 3 secondes. Donc, elle n'avait pas encore toute la dextérité. Mais ils apprennent à les mettre, à les enlever. Mais c'est sûr qu'au départ, ça fait un peu de bruit, ouais. Il n'y a pas un traumatisme pour l'ostéo-intégration des piliers J'espère pas. A priori, non, mais Non, sur les cas 6-7 ans, il n'y a pas de souci. Il y a les radios, nous on a fait avec Jonathan Selem là, beaucoup de tests au niveau des radios. Il n'y a pas de cratère, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de périimplantite qui peut se former. alors moi, j'ai déjà eu des périimplantites sur plein d'implants, Ouais. fixes, unitaires, bridge, machin, jamais sur télescope. Mais vraiment, j'ai déjà perdu des implants unitaires, des bridges complets, des machins. Sur télescope, pour l'instant, j'ai jamais eu, mais j'ai 4-5 ans de recul. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'accès direct à l'entretien, au nettoyage de l'implant, donc c'est un plus. Et les patients vont vieillir. Aujourd'hui, elle a 70 ans, on lui souhaite de vivre longtemps. Est-ce que dans 10 ans, il y a des patients au contrôle, des patientes, on les asticote un peu parce que c'est pas propre, et on apprend qu'elle a perdu l'usage de ses mains, et c'est son mari qui lui lave les dents. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, pour aller passer les brossettes sous les pilotis et tout. Et c'est la vie, quoi. Donc, on leur souhaite de vieillir, mais de bien vieillir. Et ça, on ne maîtrise pas. Ok, merci pour votre réponse. Il y a des questions dans la salle? Je crois que non. Ah oui, là-bas, je mène le micro. Bon, c'est pour toi, ça. Pourquoi c'est pour moi? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce que vous avez un retour d'expérience de Revocone chez Brédan? C'est pas du télescope. C'est Bon, c'est un fait. intermédiaire un petit peu... voilà. Suivant. Ok. Non, c'est pas un système télescope. Et du coup, j'en ai pas fait et j'ai pas de retour d'expérience. Moi non plus. Pas encore, en tout cas. Dans le cas d'une... Bon, il n'y a pas eu d'échec, a priori, et très bien. Dans le cas où il y aurait un échec sur une perte d'implant, au niveau de la maintenance ou du SAV, comment on pourrait envisager les choses si on perd un implant sur ce type de pilier? Alors, soit ça fonctionne avec un implant de moins. Quand il y a 6 implants sur 5, ça fonctionne. S'il y en a 4 et qu'on en perd un, je pense que c'est un peu plus compliqué, ouais. Et s'il faut remettre, à mon avis, il faut tout refaire. Pour être totalement honnête. Mais encore une fois, j'ai pas trop d'échecs. Mais tu fais un all-on fort, tu perds un implant, faut refaire, quoi. Après, le but de tout ça, c'est vraiment sauvegarder les implants des patients. Donc souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est pas forcément une perte d'implant, c'est peut-être une perte de friction, de rétention, de choses comme ça, qui peut être générée soit par une mauvaise insertion de la prothèse qui va se gérer d'une certaine manière, ou un système qui n'a pas été parfaitement géré. Mais le but, c'est de garder les implants. Et là, il y a très peu de perte d'implants sur ces systèmes, on va plus perdre la prothèse. Et c'est un peu le but initial. Là, le but, c'est qu'on n'ait pas à réintervenir au niveau chirurgical. Dernière question, dans ta séquence thérapeutique, donc tu vas faire ta prothèse d'abord, une prothèse provisoire, transitoire, ensuite tu mets tes implants, tu laisses, comment tu vas... Alors moi, je pose pas d'implant. D'accord. Moi, je fais que de la prothèse. Par contre, je fais un projet prothétique, donc une Bimax, polymérisée ou non, mais au moins un projet, dans l'idéal, que je transmets au chirurgien en lui demandant de mettre les implants en fonction du truc. Et une partie du succès implantaire vient aussi du positionnement de l'implant. S'il est en plein milieu de l'os avec tous les tissus mous autour, normalement 2 mm de tissu kératinisé, si le patient y brosse, tu n'as pas de perte d'implant. Mais moi, je ne fais que la prothèse, je ne pose pas d'implant. Après, là, Je pense que c'est pas plus mal. On est juste sur les bonnes pratiques. Hein. Tout implant est support de prothèse. Donc il faut démarrer par une prothèse d'usage et après on voit ce qu'on peut faire en fonction de l'espace prothétique. Après, il faut gérer le couloir prothétique et le site osseux de manière à être Et l'antagoniste aussi. le mieux biomécanique possible. C'est pas possible de faire un maxillaire
si en face, c'est les montagnes russes, quoi. C'est la conférence d'avant, il disait non compromis. Là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Ouais, c'est une réhabilitation maxillomandibulaire, quoi qu'il arrive. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Il y a d'autres questions dans la salle? Non, non. Docteur Jérémy Perrin, je vous remercie. Je vous en prie. Michael, Merci à merci tous. à toi. Vous nous avez fait encore une super conf. Merci. Donc, c'était la dernière pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tous demain matin pour la première conférence avec notre ami Alain Hardic. Et passez une bonne soirée. Merci. Merci.